Ok, chapitre sur le revenu national. C'est quoi le PIB? Le PIB, c'est la valeur de marché de tous les biens et services finaux produits dans un pays au cours d'une période. Et il y a deux façons dont il se valorise par rapport au prix courant, dans ce cas c'est le PIB nominal, donc le produit intérieur brut, ou valorisé par rapport au prix à prix constant, et là c'est le PIB réel. Qu'est-ce que ça mesure? Ça mesure exactement, donc ça mesure en fait le niveau d'économie d'un pays, et ça mesure sa productivité et son, ses prix ensemble. Ça c'est le PIB nominal. Par contre avec le PIB réel, là on va justement prendre en compte la productivité. C'est ça que sert la distinction. Donc avec le PIB réel, ce qu'on fait, c'est on choisit une année de base, on prend les prix, et on va faire comme si dans cette année suivante ou d'après, les prix étaient restés les mêmes pour pouvoir comparer la productivité. Et donc justement, cela permet de calculer l'inflation, donc la montée des prix au cours de période. Et comment est-ce qu'on le fait? On le fait avec le déflateur du PIB, le déflateur étant le PIB nominal sur le PIB réel fois 100. Et donc si on veut obtenir l'inflation, on fait le déflateur moins 100 est égal à l'inflation, l'augmentation du niveau des prix généraux. Alors l'équation du PIB, c'est quoi, ou du revenu? C'est Y est égal à C, donc consommation plus I, investissement plus G, dépenses de l'État, plus XN en cas d'économie ouverte, mais bon, en cas d'économie fermée, c'est juste égal à 0. Exportation nette. Et qu'est-ce que j'en vais là? Oui, et donc on peut le calculer de plusieurs façons. Ça, c'est l'approche des dépenses totales, mais on peut aussi le voir sous l'approche des revenus totaux. C'est la même chose. Dans ce cas, c'est juste l'ensemble des valeurs ajoutées. Maintenant, le PIB est une très bonne mesure de calcul, mais pas une mesure parfaite, parce qu'effectivement, il ne prend pas en compte, par exemple, le bonheur du niveau de vie. Donc c'est un bon outil de contrôle du niveau de vie, mais certaines choses qui ne sont pas prises en compte par le PIB. Alors, une deuxième façon de calculer l'inflation, c'est l'IPC, et donc l'indice des prix à la consommation. C'est quoi? L'indice des prix à la consommation, c'est le coût global des biens et services dans consommateurs représentatifs, de l'homme moyen. Alors comment est-ce qu'à partir de l'IPC, est-ce qu'on peut calculer l'inflation? Ce qu'on fait, c'est on détermine le panier pour commencer, puis on détermine les prix de chaque bien du panier. Après, on calcule le coût du panier, puis on va choisir une année de base, et on va calculer à partir de ça l'IPC. Et une fois qu'on a cet IPC, on peut déterminer l'inflation, puisque dans ce cas, l'inflation, c'est juste la différence entre IPC d'année en année. Et il y a plusieurs problèmes par rapport à la méthode de l'IPC, notamment le biais de substitution, l'introduction de nouveaux biens. Donc effectivement, avec le panier, il est difficile, on ne sait pas comparer deux paniers différents si on a en un coup un nouveau bien. Et puis aussi, et donc c'est la même idée pour l'idée de substitution. Et puis aussi le fait que la qualité d'un bien peut changer de période à période, ce qui n'est pas pris en compte par seulement un changement de prix. Et maintenant, donc les deux, et le déflateur et l'IPC, vont permettre de calculer l'inflation. Mais on va arriver à des résultats qui sont différents. Alors comment ça se fait? C'est très simple. Pour commencer, ce que calcule le PIB, on l'a vu, c'est
intérieur, brut intérieur, donc c'est tout ce qui est produit domestiquement. Tandis que dans l'IPC, c'est tout ce qui est acheté. Donc ça peut aussi être extérieur. Ça peut être extérieur et pas qu'intérieur. Et puis aussi produit et puis acheté. Donc plusieurs différences. Alors que... Et puis il y a aussi l'autre différence, c'est que la composition est variable est variable dans le PIB, parce que ce qu'on regarde, c'est la valeur de marché. Et puis, chez les autres, la composition est fixe, c'est justement le problème du biais de substitution et de l'introduction des biens nouveaux. Ok, alors, la production et la croissance. Donc, on a vu notre courbe des possibilités, là, des productions possibles. Donc, et j'ai dit, ce qui détermine ça, c'est donc les facteurs de production, où se situe cette courbe, et les facteurs de production, c'est quoi? C'est le capital physique, c'est-à-dire les machines, la main-d'œuvre, les choses comme ça, ainsi. Puis, le capital humain, les diplômes, le niveau d'éducation de sa main-d'œuvre, la connaissance technologique et les ressources naturelles. Et la croissance, c'est quoi? La croissance, c'est simplement le changement du niveau de productivité d'une économie de période en période. Et donc, pour qu'il y ait une croissance, il faut améliorer la productivité, se retrouver et consommer des trucs, produire au-delà de bouger vers la droite sa courbe de possibilités, produire en plus. Et donc comment on fait? On va justement jouer sur chacun des facteurs de production. Donc le capital physique, comment est-ce qu'on peut l'augmenter? On peut l'augmenter par les investissements, parce que c'est exactement ça, les investissements, c'est l'achat de machines ou de personnel. Alors, il y a un problème avec ça, c'est qu'il y a rendement décroissant, c'est-à-dire que pour chaque capital physique que je viens rajouter, chaque fois, la quantité que ce capital va pouvoir me produire va être plus petite. Et ça se comprend très facilement. On prend une usine, j'ai 10 machines, mon premier ouvrier, il travaille une machine et c'est bon, le deuxième c'est la même chose, il produit la même chose, le troisième aussi, jusqu'au 10e ils produisent tous la même quantité, mais à partir de mon 11e ouvrier, il n'a plus de machine, donc il va produire moins, mais il va quand même être utile parce qu'il va pouvoir faire à côté de ça des tâches d'administration, des tâches de comptabilité, de publicité, beaucoup, toutes les autres choses, et donc il va quand même produire beaucoup. Maintenant, je prends 12e type, il va produire encore moins que le 11e, mais il sera toujours utile. Et on continue ainsi sur la chaîne, et le 25e type, et il sera plus du tout utile. Oui. Et donc c'est jusqu'où est-ce que la question est alors, donc jusqu'où est-ce que j'investis dans mon capital physique? On investit justement jusqu'à l'endroit où la production est égale au coût de ce que cet investissement rapporte. Jusqu'à ce que le rendement décroissant, donc le revenu marginal, enfin bon, ça c'est le seuil de production optimal. Mais quant oui, alors les autres, mais il y a aussi l'effet de rattrapage, et ça c'est l'effet qu'on remarque chez les pays pauvres, qu'ils ont tendance à croître plus rapidement que les pays riches. Et ça suit la même logique en fin de compte que l'effet de rendement décroissant. Maintenant, puis on peut jouer donc pour augmenter cette croissance sur les autres facteurs. On peut aussi jouer sur le capital humain, et donc on va investir dans l'éducation, bâtir des écoles, des universités, etc. On peut, par rapport à la connaissance technologique, et là, la recherche et le développement. Les ressources naturelles, ça, on ne sait pas changer. Enfin, et puis, il existe aussi des mesures qui ne sont pas liées réellement aux facteurs de production, mais c'est la sécurité juridique. Même si, en fin de compte, si, parce que la sécurité juridique assure
le capital physique, hein, le fait qu'on est en contrôle, et puis le libre-échange, parce que comme on l'a vu, l'échange permet de produire au-delà de sa frontière de possibilité. Et finalement, la démographie. Donc, augmenter sa démographie, on augmente sa main-d'œuvre, on augmente son capital physique. Et en plus, on pourrait aussi penser qu'en augmentant son capital, le nombre de personnes, on risque d'augmenter sa connaissance technologique parce qu'on a plus de chances qu'il y ait une plus grande probabilité qu'il y ait des découvertes. Alors, il y a plusieurs idées contre cette idée de démographie. Et effectivement, quand on regarde dans la réalité, empiriquement, on voit bien qu'il y a des pays démographiquement, ils sont très puissants, mais qui n'ont pas pour autant une production, une grande production. Et c'est le fait que les ressources naturelles pourraient être limitées, et que donc il vient juste à un moment, si on a une trop grande population, où le système ne sait pas tenir et casse. Et donc ça c'est... Mais bon, cela étant dit, on voit bien que chaque fois, avec l'avancement technologique, etc., on trouve des nouvelles ressources et on arrive à mieux gérer nos ressources. Hein, on arrive à être plus productif avec nos ressources, c'est exactement ça. Donc, cette question n'est pas certaine. Et puis, par contre, il y a le fait que le stock du capital est dilué entre tous les parties, entre la plus grande population, ce qui peut ce qui peut avoir des effets négatifs sur la croissance. Et finalement, par rapport à donc cette idée que la probabilité est plus grande si on a plus de monde qui fasse des découvertes, encore faut-il qu'il reste bel et bien dans notre économie et donc qu'il n'y ait pas de fuite de cerveau. Ok, le système financier. Alors, on a... le système financier, c'est quoi exactement? C'est donc le marché des fonds prêtables. C'est là le lieu de rencontre entre l'offre d'épargne, entre les quantités épargnées, et les quantités nécessaires à l'investissement. Hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que S est égal à I, et effectivement ça se vérifie dans une économie fermée. S est égal à I. Et ça se passe ou par des marchés financiers, donc les actions, les obligations étant les titres de propriété d'entreprise et les obligations étant des certificats de dette, ou alors par des intermédiaires financiers comme des banques ou des fonds d'investissement et d'autres mécanismes de ce genre-là. Et donc, on a S est égal à I, ce qui est important. Comment est-ce qu'on peut influencer l'épargne? Eh ben, on peut jouer sur les taxes sur le revenu. Comment est-ce qu'on peut influencer ou encore l'épargne? On peut aussi instaurer toutes des mesures comme les livrets d'épargne. Hein. Et par contre, sur l'investissement, on peut faire des crédits. Un truc qui est irrelevant, mais sait-on jamais? Les crédits d'impôt à l'investissement. Voilà. Et puis plus intéressant, c'est l'effet d'éviction, le crowding out effect. Et donc, c'est quoi exactement? C'est les quantités prêtées qui diminuent suite à une politique budgétaire expansionniste de l'État, c'est-à-dire qui réduit, donc l'épargne publique qui est réduite, donc c'est où il réduit ses taxes, où il augmente ses dépenses, ou toute combinaison possible. Et donc ça va augmenter le taux d'intérêt réel et réduire l'investissement. Donc comment est-ce qu'on voit ça? C'est logique. Donc prenons ah oui, j'avais oublié de dire le taux d'inflation réel, c'est le taux d'inflation nominal moins le taux le taux d'intérêt réel, c'est le taux d'inflation nominal moins le taux
j'ai redit chaque fois, le taux d'intérêt réel est égal au taux d'intérêt nominal moins le taux d'inflation. Voilà.